Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Bertrand Boungou, qui est président d'une association assez singulière, France-Afrique Mathieu. Bonjour. Bonjour, M. Kemayou. C'est une association assez bizarre. Non, elle n'est pas tout à fait bizarre. Elle est au contraire très symbolique parce qu'elle lutte contre les crimes économiques et toute forme de corruption entre la France et la République du Congo. D'accord. Donc, France-Afrique Mathieu, un peu comme Omar Mathieu. Tout à fait, l'orthographe avec la faute assumée. Très bien. Donc, oui. Vous demandez aussi la mort de la France-Afrique. Vous savez que ça a coûté son poste à un ministre ici. La France, oui, mais vous savez, la France-Afrique aujourd'hui, c'est l'un des fléaux qui fait le plus de dégâts au niveau mondial, des dégâts humains, des dégâts financiers. Et il faut à tout prix que ce système meure. Sur le postulat, on est tous d'accord. C'est ce que disait Sarkozy au début de son quinquennat. Pourtant, ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé. Effectivement, c'est une question de volonté. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons saisi l'opportunité de la campagne électorale en France actuelle pour dire aux candidats du Parti socialiste, parce que nous pensons que le Parti socialiste a la doctrine et les ressources humaines plus favorables, en tout cas aux aspirations qui sont les nôtres. Nous leur avons demandé de prendre une position ferme cette fois-ci. Nous ne voulons plus des phrases clin d'œil envers les peuples opprimés d'Afrique, et il faut prendre des engagements fermes pour mettre un terme à la France-Afrique. Mais est-ce que vous pensez que les postulats idéologiques suffisent ? Parce que jusqu'à présent, on a eu les postulats. Tout le monde en a parlé. Du premier mandat de Mitterrand jusqu'au premier de Nicolas Sarkozy. Tout le monde a demandé à enterrer la France-Afrique. Pourtant, elle est toujours vivante. Mais nous voulons aller au-delà des postulats, effectivement. Parce que toutes les façons... Comment Déjà, il existe une génération d'Africains, la nôtre, qui n'avons pas de complexe, qui n'avons pas comme référence l'histoire coloniale. Nous pensons qu'il faut à tout prix aller vers un engagement ferme dans ce sens. D'accord. Et pourquoi vous ne vous adressez qu'aux candidats socialistes? Parce que vous pensez que c'est acquis avec le candidat de la droite? Ou qu'il a déjà perdu, comme dit Saint-An? Non, nous pensons que la droite a une doctrine qui épouse davantage la philosophie de la France-Afrique. N'oubliez pas que c'est un mécanisme qui a été pensé, imaginé par le général de Gaulle. Bien entendu, les socialistes ont toujours été complices de ce système, mais nous pensons malgré tout qu'il existe des hommes et des femmes dans le camp socialiste capables de comprendre le bien fondé de notre combat. Mais nous donc vous prêchez à des convertis? Pas vraiment des convertis parce que, écoutez, l'actualité récente de l'Afrique nous l'a montré. Quand nous prenons les deux cas flagrants des exemples du retour de la France-Afrique, une certaine France-Afrique décomplexée de Nicolas Sarkozy, nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire où le président Sarkozy est allé installer son préfet avec la bénédiction du Parti socialiste. Et nous avons en ce moment le cas de la RDC où le parti au pouvoir voit très bien que dans le cas d'espèce, il s'agit d'une élection où la fraude est d'un seul camp, celui du... Vous allez sur un terrain assez glissant parce que si on nous demande des preuves, vous pourrez difficilement les sortir. En RDC, ils ont reconnu qu'il y avait eu des fraudes. Toutes les organisations ont reconnu qu'il y avait des fraudes et chacun a pu observer que les fraudes étaient d'un seul camp. Mais on peut être assez étonné de la position ambiguë de la France cette fois-ci. Elle ne prend pas position. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a installé un président. On peut pas, entre le fait de constater qu'il y a eu fraude et celui de dire que la France a installé un président, il y a un gap quand même. Monsieur Kemayou, lorsqu'il s'agissait du cas de la Côte d'Ivoire, Monsieur Sarkozy, en voyage officiel, à la descente de son avion, s'est permis de dire, sans attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, de féliciter déjà M. Sarkozy, M. Ouattara, et de demander à M. Gbagbo de partir. La suite des événements lui a donné raison, puisque c'est le président Ouattara qui a la tête. La suite des événements n'est que ce qu'il avait voulu. Et nous voyons dans le cas de la RDC qu'il y a une position de gêne. Et nous ne sommes pas surpris de voir que lorsque la droite est gênée, la gauche est aussi gênée. Lorsque la droite soutient, la gauche soutient. Eh bien, il faut que ça cesse. D'accord. Donc, vous estimez aujourd'hui que personne n'est vraiment clair dans cette situation. Aussi bien la gauche que la droite ont plongé,
ont été victimes de la France-Afrique ou auteurs? La classe politique française, dans son ensemble, a une position unanime sur la France-Afrique parce que de toutes les façons, il s'agit des intérêts de la France. Mais nous voulons dire ceci à cette classe politique, que nous pensons, contrairement à tout ce qui a toujours été véhiculé, nous pensons que la France peut avoir des intérêts en Afrique dans un environnement démocratique. Il est erroné de continuer à penser que seules des dictatures peuvent entretenir des relations sereines avec la France. C'est totalement faux. Et parmi les actions concrètes que vous menez contre la France-Afrique, il y a cette plainte que vous avez déposée contre l'avocat Robert Bourgi, si je ne me trompe pas. Oui, le 7 novembre, juste quelques jours avant que le TGU de Paris se prononce sur les plaintes de M. Chirac et de Vulpin, lesquelles plaintes concernaient plutôt des poursuites pour diffamation. La nôtre, il s'agit plutôt d'une poursuite pour complicité de crimes et de détournement de fonds publics. Parce que M. Robert Bourgi a affirmé avoir été en Afrique, pris des valises, les avoir portées en France. Et qu'est-ce que vous attendez de la justice française concrètement? Nous savons que la justice française, lorsqu'il s'agit des affaires france-africaines, dit souvent la politique plutôt que le droit, mais nous pensons que au-delà de tout, la France reste un pays démocratique et nous espérons que cette fois-ci, la justice ira au bout. C'est-à-dire, quand elle va au bout, elle rend une décision. Et quelle décision vous attendez d'elle? Nous avons un repenti. Monsieur Robert Bourgi dit être un repenti. Il pense qu'il est temps de dire un certain nombre de choses. Alors nous l'invitons à en dire davantage. C'est tout simple. Ben, il peut se confesser, hein. Il suffit d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un prêtre, il se confesse et c'est terminé. Il n'en sort rien de concret, à part le fait qu'il vous a dit, effectivement, j'ai transporté des valises. Au-delà de tout, vous savez, en fait, les déclarations de M. Robert Bourgi n'étaient pas un scoop. Chaque Africain sait exactement ce qui se passe. Mais notre démarche est au-delà de tout un symbole. C'est une façon de dire que les Africains n'acceptent plus cette façon de se faire marcher dessus. Parce que vous imaginez si M. Bourgi avait dit « j'ai pris des mallettes à l'Élysée et je les ai transportées à Mpila, à Brazzaville par exemple », la réaction n'aurait pas été la même. Donc vous attendez quoi concrètement? Je veux savoir si vous attendez une sanction, une rétrocession de cet argent. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Dans un premier temps, nous attendons que la justice française amène M. Robert Bourgi de nous dire exactement, en ce qui concerne le circuit Brazzaville-Paris, qu'il nous dise exactement la traçabilité, comment ça se passe, qui a-t-il rencontré et qui lui a remis de l'argent, s'agissait-il des fonds privés ou publics, qu'on sache. Et après? À partir de là, nous mènerons d'autres actions qui s'imposeront. C'est-à-dire? Parce que dites le mot, parce que je crois que vous êtes là dans une démarche pour demander la restitution de fonds, mais vous ne voulez pas le dire, je ne sais pas pourquoi. Au-delà de la restitution des fonds, c'est déjà prendre l'opinion africaine et internationale à témoin, mettre ce genre d'affaires à la portée de tous, et à ce moment-là, forcer les politiques, parce qu'après tout, nous savons très bien que ce sont les politiques français qui sont les demandeurs, qui sont les manipulateurs. L'opinion française ignore l'essentiel de ce mécanisme macabre qui, tous les jours, cause de manière directe ou indirecte la mort de centaines d'Africains. Et il faut que l'opinion française soit au courant. Nous sommes convaincus que si l'opinion française est au courant de tout ce qui se passe, ça sera déjà un pas vers un autre ordre. Et vous pensez que l'opinion africaine est mieux avertie que l'opinion française sur la question? L'opinion africaine est mieux avertie et nous voulons attirer son attention. Nous pensons qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et il faut que les Français d'origine africaine prennent toute leur part aux élections françaises et qu'elles cessent de voter de façon naturelle, socialiste, sous prétexte que les socialistes... Mais vous venez de dire que droite comme gauche, c'est pareil, devant la France-Afrique, donc ça ne va rien changer qu'ils votent pour la gauche ou pour la droite. Oui, non, je reviens sur ce que j'avais dit. J'ai quand même noté que les socialistes avaient beaucoup plus de dispositions favorables à ce combat. Et nous pensons qu'il faut appuyer là où ça fait mal. Nous ne nous faisons aucune illusion sur la droite. La droite s'accommodera toujours à ces pratiques parce que la droite a foncièrement un mépris pour la communauté africaine. Mais la gauche a en son sein des hommes et des femmes de valeur. Mais il revient aux Français d'origine africaine
de donner une valeur à leur vote. Et il faut obliger les Français, le Parti socialiste à prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités, auquel cas nous serons prêts à voter pour, par exemple, des candidats d'extrême droite. Pourquoi pas? Vous pensez que c'est utile de voter pour un candidat d'extrême droite? On dit souvent que c'est le vote du désespoir ou pour tirer la sonnette d'alarme, mais vous pensez que c'est vraiment important, vous-même, qui allez vous présenter aux législatives dans votre pays? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il est assez pathétique d'observer que... C'est pas une bonne raison. C'est une bonne raison de sanctionner, mais c'est pas une bonne raison de donner raison à une personne qui a tort. Il arrive des moments où il faut sanctionner. Et aujourd'hui, nous n'avons que d'a priori sur les partis extrémistes. Nous ne les avons jamais vus à l'œuvre. On les a vus. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on les a bien vus. Ah oui, hein. C'était une autre époque. Croyez-moi, aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale, on n'y reviendra plus. Et de toutes les façons, les Africains doivent aspirer à d'abord mieux vivre chez eux, qu'au lieu de rechercher le mieux-être ailleurs. Et il faut que nous créons des... On risque de vous accuser de sympathie frontiste, hein? Mais non, du tout. Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens. Oui. Notre dignité ne dépendra que de ce que nous valons chez nous. En même temps, il y a la liberté de circulation. Si une personne doit s'établir en France, au Danemark ou ailleurs, c'est à elle de juger si elle pourrait y aller ou pas. Tout à fait. Et si elle a les capacités de s'y installer, on ne va pas lui interdire de le faire. Vous conviendrez avec moi qu'il est souhaitable que cette liberté d'aller et de venir, de faire, de ne pas faire, il est souhaitable que cela soit plutôt un acte volontaire, au lieu que ce soit... C'est le cas la plupart du temps. Non, dans la plupart des cas, vous savez très bien que les Africains partent malgré eux, de chez eux. Ils n'ont pas trop le choix. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Vous prenez les Français, il y en a beaucoup qui partent également, qui partent à Londres, qui partent aux États-Unis. Oui, mais... C'est le cas pour les Italiens qui ont construit les États-Unis. New York est très italienne. C'est pas un péché. Effectivement, le contexte n'est pas le même. La problématique n'est pas du tout la même. Les Africains aujourd'hui fuient leur terre parce que les Occidentaux, en ce qui concerne mon pays, la République du Congo, parce que la France installe des hommes que le peuple n'a pas choisis. Et vous serez donc candidat pour inverser tout cela aux législatives en février prochain, je me présenterai aux législatives 2012 parce que je pense déjà c'est une ambition légitime pour la nouvelle génération qui doit absolument prendre ses responsabilités. Et nous pensons qu'en 2012, il se passe quelque chose de très important chez nous. Nous allons avoir des législatives qui peuvent être utilisées pour modifier ou pas la Constitution. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Bungour. Hein. Je vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, la balle est dans le camp de vos futurs électeurs pour savoir s'ils vous feront confiance ou pas. Et surtout, dans le camp de vos interlocuteurs par rapport à la mort de la France-Afrique. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.